Je suis ravie de participer à cet événement et d'ouvrir ces 2 jours de débat à l'Institut français d'Égypte et au CEDEJ. Donc, je suis Armelle Choplin, je suis professeure à l'Université de Genève et je suis doublement ravie de participer. J'ai eu la chance de venir plusieurs fois au Caire et au CEDEJ parce qu'il y a quelques années, voilà, j'avais eu l'occasion de faire ma thèse à Khartoum avec le CEDEJ Khartoum et donc à venir apprendre l'arabe aussi au DEAC et puis à fréquenter assidûment le CEDEJ du Caire. Et puis, voilà, ravie d'intervenir pour parler de la ville avec vous aujourd'hui et durant ces 2 jours. Donc, je vais me permettre de partager mon écran pour vous montrer un petit peu ces villes desquelles je vais vous parler. Je vais essayer de vous parler de l'Afrique de l'Ouest et en particulier de ces villes qui sont situées entre Abidjan et Lagos, donc entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria, mais surtout essayer aussi de montrer un petit peu les grandes tendances urbaines qu'on observe là-bas pour faire des liens avec certainement ce qui se passe au Caire, ce qui se passe en Égypte, ce qui se passe dans le monde arabe. Juste pour me présenter, donc je disais que j'avais eu la chance de venir plusieurs fois au Caire. En fait, j'ai commencé à travailler sur les questions urbaines et en fait, j'ai été formée à travailler sur les questions de la ville du monde arabe, donc ce qui m'a amenée à fréquenter l'Égypte et le Soudan. Et donc, ces dernières années, après avoir travaillé sur Nouakchott, après avoir travaillé sur Khartoum, après avoir travaillé au Sahel, au Sahara, et donc dans le monde arabe, j'ai travaillé de plus en plus sur les villes en Afrique et j'ai sorti récemment, donc en 2018, un livre sur la mondialisation des pauvres avec mon collègue Olivier Pliès qui lui aussi a été longtemps d'ailleurs à l'Observatoire urbain du CEDEJ. Et puis donc sur cette mondialisation loin de celle qu'on attend, on va dire, autour des grandes firmes multinationales, mais justement celle plus discrète qu'on va observer dans les marchés au Caire, dans les marchés, dans les souks algériens ou encore dans les grandes zones portuaires en Afrique et qui nous lient jusqu'à la Chine. Et puis tout récemment, j'ai sorti il y a 2 semaines un livre qui s'appelle Matière grise de l'urbain qui porte sur le ciment et sur le béton en Afrique. Le livre sortira en anglais sous le nom Concrete City début 2021 et je pense que j'aurai l'occasion durant cette présentation de vous dire un mot justement de ce lien entre la ville et le béton qui, à mon avis, est aussi un sujet tout aussi sensible en Égypte qu'il l'est actuellement en Afrique de l'Ouest. Alors, je vous disais, j'ai travaillé ces dernières années entre Accra au Ghana et puis le Nigeria ici, et donc la mégapole, cette méga-ville de Lagos. Et j'ai travaillé sur ce qu'on appelle le corridor urbain ouest-africain, c'est-à-dire qu'ici, sur 500 km, vous avez une énorme concentration urbaine. On dit qu'aujourd'hui, il y a 30 millions d'habitants qui vivent sur cet espace de 500 km, sur une fine bande de terre, et que c'est appelé à devenir l'une des plus grandes concentrations urbaines de demain sur le continent africain. On parle de 50 millions d'habitants pour 2050. Et évidemment, ça ne fait écho à cette urbanisation aussi massive qu'on va trouver le long du Nil et autour du delta du Nil, comme on peut l'observer autour du Caire. Et donc, mon idée, ça va être de montrer un petit peu ce qu'on peut apprendre de ces espaces-là du point de vue de la gouvernance, du point de vue de la façon dont on habite, on circule dans ces espaces. Et aussi, on peut planifier, imaginer ces espaces de demain pour à chaque fois essayer de faire des parallèles avec ce qui se passe en Égypte. Donc, je disais, la plus grosse concentration urbaine ici en Afrique de l'Ouest, et on le voit sur cette carte à gauche, et on voit très bien aussi l'autre dans laquelle vous vous situez aujourd'hui. Donc, des zones prioritaires, on va dire, de densité massive, mais aussi des zones, on le voit quand on regarde les investissements en Afrique, donc plutôt une approche géographie économique, on est dans des zones aussi prioritaires, voilà, de lieux où il va y avoir une forte concentration de capitaux et d'argent investis en milieu urbain et qui sont considérés comme des zones de développement prioritaires. Et puis, je vous le disais, donc, l'une des zones les plus massives d'urbanisation. Alors, quelques mots en guise d'introduction. On est dans un contexte de ville globale. La chercheuse Saskia Sassen l'a dit dès les années 1990. Mais des villes globales, mais pas que. Ce qu'on a observé ces dernières années, ce sont des métropoles émergentes, des métropoles qui deviennent concurrentes, ce que j'appelle le high club, donc Shanghai, Mumbai, Dubaï, mais aussi on aurait pu rajouter d'autres villes très importantes comme
parmi ces métropoles émergentes, le Caire ou encore Lagos. Et donc, on se retrouve avec un modèle de ville marqué par le néolibéralisme, donc une ville qui se veut entrepreneuriale, compétitive. Et de ce fait, il y a une place croissante dans la question urbaine au sud et dans les pays émergents. Sauf que tout cela, ce contexte pose différentes questions. C'est quelle forme urbaine on observe aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, mais plus globalement en Afrique et dans les Suds. Qui produit la ville? Qui sont ses acteurs? Selon quel modèle? Donc, je vais essayer de vous montrer quelques exemples pour ce qui est de l'Afrique subsaharienne. On peut se demander aussi quelle ville on est en train de produire et surtout pour quels habitants, et puis quel modèle de durabilité ça pose, comment on projette un petit peu cette ville qui est en train de se dessiner pour l'avenir, à la fois, on va dire, du continent africain entendu au sens large, mais aussi du reste du monde. Donc voilà un petit peu les questions auxquelles je vais essayer de répondre ce matin. Alors, pour commencer, je voudrais parler justement de ces nouvelles formes urbaines qu'on observe ici et ailleurs, et parler de ces nouvelles frontières de l'urbain, et de se demander justement comment on peut on peut imaginer planifier ces espaces. Alors, il faut savoir qu'on observe de plus en plus de ce qu'on appelle de méga-régions, des corridors urbains. Il y a d'ailleurs un livre qui vient de sortir sous la direction de Daniel Labbé et de André Sorensen qui s'appelle Mega Cities and Mega City Region. Donc, c'est un handbook, un manuel qui permet de comprendre comment ces nouvelles formes urbaines sont en train d'émerger. Donc, des corridors comme celui que je viens de vous montrer, donc une urbanisation continue. On a la densification d'espaces ruraux. On a aussi la montée de secondary cities, donc des villes secondaires de plus en plus importantes. On voit un étalement urbain sur les marges, dans les franges de la ville. Donc là, ici, avec cette photo, vous voyez très bien, photo prise à Nouakchott, en Mauritanie, où on voit en fait de l'urbanisation. Est-ce de la ville? C'est pas sûr. Des formes urbaines, en tout cas une concentration d'habitants dont on ne sait pas trop en fait comment les administrer, comment les gouverner. Des installations humaines le long des axes de transport. Il suffit de mettre une route et puis on voit justement des zones urbaines se densifier le long de ces axes routiers. Et puis des villes nouvelles, des villes satellites qui voient le jour. Alors ces villes satellites, elles sont bien connues en Égypte, qui a été l'un des pays à être l'un des premiers à mettre en place des villes nouvelles à l'extérieur, 10 de Ramadan, etc. Donc voilà, des villes nouvelles qui ont été créées il y a quelques années maintenant, quelques décennies, et puis d'autres nouvelles qui sont en train de surgir. On pense évidemment au nouveau Caire qui est en train de voir le jour, et puis ce n'est pas du tout un cas unique. On voit en fait émerger de plus en plus de villes nouvelles et satellites un peu partout. On peut penser il y a une ville à Nairobi, il y a Kilamba qui a vu le jour à côté de Luanda, il y a Diamniadio à Dakar, qui est une nouvelle ville à la périphérie de Dakar, ou Konza Technology City à Nairobi. Donc, toutes ces villes nouvelles qui sont en train de voir le jour et qui montrent qu'on a des nouvelles formes et des nouvelles concentrations tout à fait inconnues. Si on prend les chiffres, vous voyez ici qu'on observe, on voit que, par exemple, la croissance de Lagos ou de Kinshasa, ou même de Dar es Salaam et de Dakar, bien que moins importante, est tout à fait rapide, très concentrée sur quelques dizaines d'années. Il aura fallu plus de 100 ans à Paris pour passer de 500 000 habitants à 5 millions, alors qu'à Kinshasa et à Lagos, il nous faut 40 ans. Ce qui pose donc des problèmes. On parle de l'Afrique comme la dernière frontière du capitalisme. Les villes africaines en particulier sont vues comme celles du capitalisme. Et puis, donc, tout un discours sur l'Afrique qui est en train de se réveiller, où vous le voyez à travers cette image, cette couverture du Times en 2012, eh bien, on a ce baobab et puis derrière cette skyline avec cette idée que la ville est de plus en plus importante. Donc, on est dans une époque que certains qualifient d'urbanisation planétaire. C'est un terme qui est apparu... il y a une erreur de date, en 1970 par Henri Lefebvre et qui a été reprise par Brenner et Schmitt en 2015. Donc, avec cette idée qu'il n'y a pas seulement de l'urbain partout, mais que le monde vit à l'heure urbaine. C'est-à-dire que même dans des zones reculées, on peut avoir des zones qui sont liées à l'urbanisation, des zones de chalandise, et que du coup, on a à la fois une concentration urbaine, donc des gens dans les villes, mais en même temps une extension de ces espaces urbains, ce qui implique donc de nouveaux modèles
de nouveaux outils et une nouvelle forme de gouvernance. Là, on est le long du corridor urbain, vous voyez, entre Cotonou et Lomé. Et en fait, on est dans des zones urbaines. Est-ce que c'est de la ville? Pas vraiment. C'est urbanisé, mais le problème, c'est comment on gouverne ces espaces, comment on les administre. En fait, on n'est plus dans des villes, puisqu'on est dans des interstices là, entre deux grandes villes, certainement sur des territoires et des terres qui ont un statut de zone rurale. Donc, ça pose des questions d'outils. Comment anticiper ces espaces, comment les aménager. Il faut savoir qu'aujourd'hui, même dans les meilleures écoles d'urbanisme en Europe ou aux États-Unis, on forme des gens pour administrer ces espaces-là, mais en fait, on n'a aucune réponse sur les outils à apporter. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y aurait des choses tout à fait intéressantes si, par exemple, les élus du Caire pouvaient dialoguer avec les élus de Lagos, qui pouvaient dialoguer avec ceux de Sao Paulo ou encore ceux de Delhi, puisqu'on se retrouve dans des formes urbaines qui sont pas similaires, mais en tout cas qui ont des points communs, beaucoup plus que s'ils devaient discuter avec des administrateurs de Londres, de Genève ou de Paris. Donc, des nouveaux outils qui restent à inventer parce qu'on n'a jamais vu et on ne sait pas comment faire face à une telle croissance urbaine. On le voit ici sur la carte du Caire avec une carte de 1965, ici de 1998 et ici de 2020 où on voit très bien justement cette extension urbaine que l'on ne sait pas, ou en tout cas aujourd'hui aucun expert ne sait quelle est la meilleure des solutions à adopter. Pas vraiment de solution, en tout cas ce qu'on voit et ce qu'on observe, c'est qu'il y a des nouveaux acteurs qui sont chargés de gouverner cette ville. Et il y a une collusion entre toutes les stratégies que ces acteurs ont envie ou souhaitent adopter. D'abord, ces villes deviennent la vitrine des pouvoirs en place. Ce sont les lieux de l'émergence. On le voit ici, vous voyez, avec Dakar, capitale de l'émergence. Aujourd'hui, avoir une ville moderne, que ce soit en Afrique, mais c'est la même chose dans le monde arabe, c'est aussi pouvoir participer de la compétition internationale, montrer qu'on fait partie de ces worlding cities, comme l'ont bien montré nos collègues donc Ananya Roy et Ai Hong, avec cette idée que voilà, les villes doivent faire partie de cette compétition internationale et que c'est ainsi, en tout cas, qu'elles peuvent permettre à un pouvoir de montrer aussi que celui-ci existe à l'échelle mondiale. On le voit donc du coup avec le pouvoir qui peut prendre des formes tout à fait diverses. Ici, vous avez une opération de déguerpissement, comme on les appelle, donc d'éviction, qui sont très récurrentes en Afrique de l'Ouest, où voilà, le président va décider qu'il faut nettoyer le centre-ville parce qu'il faut que ce soit une ville moderne. Donc, on envoie les bulldozers. Évidemment, ça a été pendant très longtemps, dans les années 70, 80, il y avait déjà les bulldozers, mais là, c'est quelque chose qui revient dans ces imaginaires et dans ces politiques urbaines. Avec cette idée, vous voyez ici à Lagos, qu'il faut garder Lagos clean, no street trading, no illegal parking, keep CBD clean, avec cette idée que les street traders sont un des problèmes majeurs de la ville. Une deuxième image ici que vous voyez, no walking, no loitering, no standing, keep moving. Donc au Ghana, avec cette idée que si vous restez statique dans la ville, vous êtes gênant, mais si vous bougez, vous êtes gênant. En fait, si vous êtes statique et que vous essayez de vendre quelque chose, voilà, vous êtes responsable de cette congestion contre laquelle les élus essayent de se battre. Et que du coup, il y a toute cette idée qu'il faut nettoyer ces centres-villes, les rendre au niveau des standards internationaux, et ce, bien que cela ait des conséquences pour les habitants, on va dire, lambda, les citadins lambda qui souvent travaillent de l'informel et vivent de l'informel dans ces centres-villes. Très important aussi le rôle de la diaspora. Vous voyez ici, je vous ai mis cette image d'une web-série qui s'appelle An African City, qui du coup raconte l'histoire de ces femmes formées qui ont fait leurs études aux États-Unis, en Angleterre, et qui en fait retournent dans leur ville d'origine, en l'occurrence Accra, qui sont là pour reconstruire et construire leur ville, et qui font partie de cette diaspora qui est particulièrement importante, que ce soit en matière d'investissement, en matière d'imaginaire et de transformation de ces villes, qui veulent des villes en fait de qualité et qui disent qu'elles aussi, en fait, qu'eux aussi, ces citadins africains, ils ont le droit d'avoir une belle ville et ils méritent une belle ville. Donc, des acteurs tout à fait importants.
D'autres acteurs qui ont pris une place prépondérante ces dernières années, on va dire ces 20 dernières années, c'est le secteur privé. On le voit ici, le secteur privé qui va se mettre à construire ces villes avec des lobbies tout à fait importants et des modèles hégémoniques. Un exemple, vous voyez ici, je vous ai mis l'image de Akon. Akon, c'est un chanteur américain d'origine sénégalaise, donc de la diaspora, et qui a décidé qu'il allait aller construire une ville nouvelle à côté de Dakar. Et de ce fait, il est parti justement, il a été voir directement des chefs coutumiers et puis pour acheter des terrains pour construire sa ville, Akon City. Donc voilà un nouvel entrepreneur de la ville. Il s'agit d'un homme qui est riche et qui va construire sa propre ville à quelques dizaines de kilomètres de Dakar. Ici, on a l'exemple de Eco Atlantic City, qui est bien connue, donc qui est à Lagos. Donc c'est une ville toute nouvelle créée sur un polder, c'est-à-dire qu'on a pris du sable de la mer, on l'a propulsé pour créer cette ville, donc de toutes pièces artificielles sur une île créée artificiellement et qui va être le nouveau centre de business, quartier fermé évidemment et aussi quartier résidentiel de luxe de la ville du Nigeria, la principale ville du Nigeria, donc à Lagos. Je disais aussi des modèles hégémoniques. Par exemple, ici, on a la nouvelle Smart City, le dessin de la nouvelle Smart City qui va voir le jour à Cotonou. Et en fait, qui est à l'origine de cette Smart City? C'est un bureau d'études singapourien, donc très intéressant de voir la circulation des experts, des architectes à l'échelle internationale qui vont venir dessiner ces villes. Pourquoi? Parce que des Singapouriens sont allés dessiner la ville de Kigali au Rwanda, qui est considérée comme la ville d'Afrique subsaharienne qui est aujourd'hui la plus moderne, la plus propre. Et en fait, il s'avère que le président béninois a été rendre visite à son homologue au Rwanda. Il lui a dit « Ah, mais comment tu as fait pour avoir une belle ville comme Kigali ?» Il lui a dit « J'ai appelé les Singapouriens. » Et du coup, que fait le président béninois quand il retourne chez lui? Il appelle les Singapouriens. Et de ce fait, on a des Singapouriens qui viennent dessiner la nouvelle Smart City au Bénin. Donc, on voit avec ces images de synthèse qui sont complètement un petit peu hors sol, on va dire, ça pourrait être partout et nulle part, en tout cas avec ces images futuristes de la ville telle que le rêve, les bureaux d'études, les élites, et surtout cette ville qui rapporte de l'argent. Autre aussi personne et personnage importante, ce sont les lobbies de la construction. Vous avez ici la photo de Monsieur Aliko Dangote, homme le plus riche d'Afrique, 25e fortune mondiale, qui a fait fortune en l'espace de 20 ans dans le ciment. C'est le premier producteur de ciment africain à avoir ses usines, à avoir ses raffineries, et donc qui se présente comme aujourd'hui la figure de la réussite en Afrique. En Afrique de l'Ouest, vous avez des jeunes qui rêvent d'être footballeurs parmi les meilleures équipes du monde. Vous avez des jeunes qui rêvent d'être chanteurs, rappeurs, mais vous avez aussi des jeunes maintenant qui rêvent d'être cimentiers parce que c'est là où on voit la plus grande fortune aujourd'hui dans cette partie de l'Afrique. Évidemment, ces images de synthèse que vous voyez ici, elles rappellent celles que moi j'ai pu voir en regardant les plans de New Cairo. Donc, je ne sais pas exactement qui sont les designers de cette ville nouvelle, mais je sais qu'il y a aussi des sociétés chinoises qui ont dessiné la ville nouvelle. Et du coup, ça fait réfléchir aussi sur cette circulation de ces modèles, de cette ville hégémonique qui s'impose à travers ces images de synthèse, parce que souvent, la réalité, en fait, une fois que la ville est dessinée, est un petit peu différente. Et cela crée parfois aussi des frustrations avec des habitants qui, justement, ne retrouvent pas ce qu'on leur a promis. Un dernier point aussi qui est important là-dessus, c'est parmi ces acteurs, ce sont les acteurs de la coopération internationale, ce qu'on appelle les partenaires techniques et financiers, les donneurs, de type Agence française de développement, GIZ, donc les Allemands, mais aussi la JICA, donc la coopération japonaise, qui aujourd'hui sont de plus en plus présents pour dessiner ces villes. Par exemple, la coopération japonaise, on le sait, est très friande des marchés africains, non seulement pour développer des master plans, on le voit ici, donc qui a dessiné la ville de Nouakchott, qui a mis en place le plan d'aménagement de mobilité à Abidjan. Et on voit de ce fait des nouveaux acteurs tout à fait importants. Enfin, ce n'est pas des nouveaux acteurs, ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont là, mais en tout cas, un champ qu'ils ont complètement investi, qui est la ville,
et qu'ils deviennent aujourd'hui des partenaires tout à fait primordiaux pour justement développer ces questions, avec une approche très souvent sur les changements climatiques, sur ces projets pour essayer d'amener d'autres visions de la ville. Et puis, dernier acteur aussi particulièrement important, ce sont les habitants eux-mêmes qui vivent ces espaces. Donc, je vous disais tout à l'heure, ce qui risque et ce qui arrive dans certains pays, c'est qu'il y a un décalage entre ce qui est promis par les autorités, qui promettent une ville nouvelle, des buildings, des gratte-ciel, qui promettent en fait le développement économique et l'émergence par les villes, et qui en fait, on se rend compte que les populations n'ont très peu accès à ces villes qu'on dessine, à ces imaginaires urbains qu'on crée, et que ça crée au contraire de la frustration. Vous voyez cette image qui avait été prise en Mauritanie, on disait avec notre avenir, avec nos banques, construisons notre avenir. Et en fait, cette femme qui est par terre et qui ne voit rien venir, comme on dit parfois en Afrique de l'Ouest, on nous a promis des choses, mais on ne voit rien venir. Et du coup, ça crée beaucoup de rancœur et de décalage. On le voit beaucoup dans une ville comme Lagos, où il y a 12 000 millionnaires. Et par conséquent, où on voit de façon cruciale ces écarts aussi de richesse et qui créent une énorme frustration, donc parfois à l'origine de mobilisation, de politisation, et du peuple qui va investir cet espace public. Et puis ce peuple aussi qui, même si on construit d'une certaine manière, parfois ce n'est pas adapté à la façon dont on va, ou l'urbanisme, ou les plans ne sont pas adaptés à la façon dont les gens vivent la ville, donc ils vont détourner tous ces plans pour redessiner leur ville à eux. Et puis la place de plus en plus importante de ces community-based organizations, comme on les appelle, donc ces approches bottom-up de tous ces collectifs qui en fait sont en train de prendre une place primordiale. On pense par exemple au réseau Slum Dwellers International, qui, né dans les bidonvilles indiens, a commencé à essaimer et à faire des liens pour essayer de donner la voix aux pauvres, comme ils le disent, giving the voice to the poor, to the urban poor, pardon, et que par conséquent, ce sont aussi des réseaux qui aujourd'hui deviennent de plus en plus importants pour faire reconnaître que vivre dans une métropole, eh bien, ces gens-là ont aussi leur place et existent dans ces espaces. Alors, dernière partie de ma présentation, pour les quelques minutes qui me restent, la question de la durabilité, de quelle ville on est en train de dessiner pour demain. Donc, cette concrete city qui m'a occupée, donc la ville de béton qu'on est en train de voir émerger. Donc, vous me permettrez de présenter un petit peu les propos que j'ai dans mon dernier livre, que j'ai développé dans mon dernier livre, qui porte sur le ciment et le béton. Et l'importance que ce matériau revêt pour comprendre la ville. Donc, on est en train de dessiner des concrete palaces, donc des palaces de béton un peu partout. Ce que j'ai pu observer, et là je serais tout à fait d'accord pour savoir si c'est la même chose en Égypte, parce que je n'ai pas eu l'occasion de revenir récemment, c'est qu'en Afrique de l'Ouest, où j'ai travaillé sur ce corridor urbain là, entre Abidjan et Lagos, en fait, le ciment est omniprésent. On est dans un monde gris, avec du ciment à vendre et des sacs de ciment à vendre de part et d'autre de toutes les rues. À chaque coin de rue, il y a du ciment. Vous voyez, on a même des dépôts de ciment 24 heures sur 24. Si jamais vous avez une envie pressante de ciment la nuit, vous pouvez en trouver. Que ça devient un indicateur clé économique, c'est-à-dire que vous avez le prix du ciment qui est affiché tous les jours à la craie, un peu comme le Dow Jones local, et puis on efface, puis le lendemain on dit ah oui, le cours varie, ou comme on le dirait, c'est vraiment un indicateur économique, et puis c'est un symbole du succès, de la réussite. Vous voyez, ça c'est un opérateur téléphonique qui offre, c'était un jeu concours où vous pouviez gagner 12 parcelles de terrain et puis 150 tonnes de ciment. Et en fait, j'ai travaillé pendant 3 ans quand j'ai été affectée, parce que j'ai eu la chance de vivre à Cotonou, donc le long de ce corridor urbain, pendant près de 3 ans. Et pendant près de 3 ans, j'ai suivi les sacs de ciment entre le Nigeria, le Ghana, le Togo. J'ai suivi les camions en fait qui circulaient autour de cet espace pour justement comprendre comment ce ciment occupait l'esprit et la tête des gens et comment en fait on avait réussi à construire un espace, donc une concentration urbaine toute grise et qu'est-ce que ça voulait dire en fait de notre mode de vie et de consommation aujourd'hui.
Je me suis intéressée en particulier, alors l'idée m'est venue parce que j'étais affectée à l'université locale et que mon collègue, le premier jour, je crois, de mon arrivée là-bas, m'a demandé de cotiser pour le départ en retraite d'un de mes collègues pour lui offrir un cadeau et qu'on lui a offert 2 tonnes de ciment comme cadeau de départ à la retraite parce que c'était le symbole de la réussite. Ça voulait dire vraiment qu'on considérait que c'était quelqu'un de respecté et de respectable. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait un consensus. Alors là, je serais intéressée de discuter justement pour savoir si en Égypte, on retrouve ça, un consensus sur le ciment, comme la production du ciment, comme en fait un outil de développement, un outil d'inclusion économique. C'est vraiment une des choses qui va permettre le développement et l'émergence. Que c'est quelque chose qui est présenté comme un besoin, on va dire un besoin, quelque chose de première nécessité, hein, et notamment pour le bas de la pyramide. Donc, tous ces gens, cette masse d'habitants pauvres qui, en fait, ont besoin du ciment pour construire une maison et mettre à l'abri leur famille. Et c'est là où on a un consensus, c'est-à-dire qu'on a les lobbies de la construction qui, évidemment, sont pour augmenter la construction du ciment, la production du ciment. On a les lobbies des élites qui, elles aussi, veulent des grandes maisons et veulent construire des immeubles, etc. On a les pauvres qui, eux aussi, sont pour avoir de plus en plus de ciment et à un prix accessible. Et du coup, tout le monde est d'accord autour du ciment. Il y a consensus. Donc, le ciment, tant mieux si ça produit, si on produit de plus en plus, parce que ce serait le symbole, justement, de l'émergence qui réunit et qui met d'accord les populations riches comme les populations pauvres. Et même aujourd'hui, c'est même pris comme un indicateur économique. Vous voyez, on calcule le tonnage de ciment par tête d'habitants et c'est comme un indice, comme le GDP, le PIB, si vous voulez, qui dit qu'en fait, le pays est plus ou moins développé. Donc, la moyenne, c'est autour de 500 kg par habitant. Et voilà, on voit bien qu'en Afrique de l'Ouest, on est largement en dessous. Donc, il y a toute une croissance possible autour du ciment. Je pourrais y revenir. En tout cas, j'ai essayé de circuler, vous voyez, en suivant les camions de Dangote, donc cette figure dont je vous parlais tout à l'heure, le long de ce corridor urbain, et comprendre comment le ciment qui hier était assimilé aux produits du colon blanc européen, aujourd'hui est devenu un produit vu comme 100% africain. En fait, justement, Aliko Dangote a réussi à post-colonialiser le ciment. En tout cas, c'est ma théorie. Il a réussi parce qu'il a ouvert des cimenteries localement, en exploitant intégralement la filière et en construisant lui-même des cimenteries locales, à dire que c'était un produit 100% africain. Alors même que c'est les colons qui ont amené ce produit et que récemment encore, les Allemands, les Français, les Suisses avaient encore le monopole sur ce matériau. Et on voit aujourd'hui, c'est même un identifiant national. Vous voyez, bâtissons la cité avec le ciment du pays. Donc, il y a quelque chose, tout un discours nationaliste autour de la production du ciment. Et puis aussi, vous voyez, je vous disais, Dangote, nouvelle figure de la réussite, ces femmes qui portent des tissus, donc des wax, pagnes Dangote, comme un symbole de la réussite et de la richesse. Évidemment, c'est aussi quelque chose de très important qu'on va retrouver, j'imagine, en Égypte. Acheter des sacs de ciment, c'est ce qui permet de construire petit à petit quand on n'a pas beaucoup d'argent, quand on n'est pas bancarisé. Eh bien, ça permet d'aller le soir, de rentrer chez soi, d'acheter du ciment et de construire petit à petit, donc avec une vision très incrémentale de la ville. C'est ce qui permet de mettre à l'abri plus tard sa famille. On se dit, on a toujours cette petite maison autoconstruite qu'on va pouvoir vendre ou louer. Et puis, il y a une charge affective très matérielle. Et quand on est dans des situations où on n'est pas tout à fait légitime en ville, on n'a pas les bons titres de propriété, et je sais combien la situation, la légalité, la question du foncier est aussi sensible en Égypte, pour avoir lu les travaux de mes collègues comme Éric Denis. Voilà, avoir une mission en ciment, en dur, ça veut dire qu'on est légitime, que c'est montrer aussi une certaine forme de lutte contre la précarité, de montrer qu'on a un droit au ciment, c'est un peu un droit à la ville, à être en tout cas légitime dans celle-ci. Et puis pour les femmes, je ne vais pas détailler ici, mais pour les femmes, j'ai vu en Afrique de l'Ouest que les femmes savaient construire, savaient faire du ciment. C'est quelque chose, il y a un savoir populaire qui se partage, que les femmes en fait construisent elles-mêmes, que ça a une manière notamment pour les femmes veuves ou celles qui ne sont pas mariées d'exister. Donc accéder à la propriété, construire par soi-même, c'est aussi une valeur très forte d'émancipation, même si c'est clair que les secteurs de la construction restent un secteur très masculin. Alors pour conclure et
bien cette question du ciment, de la ville qui se dessine, de la ville tout béton qui se dessine en Afrique de l'Ouest, évidemment, ça pose des questions. Ça pose des questions par rapport aux questions justement sur la pollution. On sait que l'industrie du ciment est l'une des plus polluantes au monde et qu'on est à peu près à 7% de rejet de dioxyde de carbone par an, donc ce qui est quand même d'origine anthropique, donc ce qui est une forte question. Ça oblige aussi à repenser l'architecture traditionnelle ou en tout cas dite vernaculaire et à repenser. Et là, il devrait y avoir des échanges entre les architectes d'Afrique subsaharienne et les architectes notamment égyptiens parce qu'on sait que voilà, la circulation de la chaleur dans les maisons, des oasis comme Siwa par exemple en Égypte ont bien montré comment on pouvait construire de façon intelligente avec des matériaux locaux pour mieux penser des espaces qui doivent faire face à voilà, des conditions climatiques extrêmes et que certainement on ne pourra pas faire tout avec le béton ces prochaines années, qu'il faudrait essayer de mixer ces savoirs et en tout cas de les faire connaître pour pouvoir justement apprendre de ces façons vernaculaires de construire et essayer de penser comment on peut construire différemment. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pour cette, on va dire, conférence inaugurale, lancer plusieurs pistes sur les formes urbaines, sur les acteurs, sur la gouvernance, sur ces futurs urbains qui sont en train de se dessiner et sur tous ces imaginaires aussi qu'on peut penser et croire, dans lesquels on peut imaginer se projeter ces prochaines années en Afrique de l'Ouest, en Afrique en général, en Égypte et dans le Sud et dans le monde de façon plus globale. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour les questions.